Premièrement, elle tombe comme ça, puis après, elle se casse en deux. Elle se casse en deux, puis une fois qu'elle est tombée, ben, ça fait que des miettes. Hein, tout est parti en petits morceaux. Ils me disent toujours qu'ils ont eu beaucoup de peine quand ils ont vu la cheminée tomber. Mais je l'ai pas vu. Mon père n'a pas vu non plus. La cheminée d'un four de briqueterie résume comme un symbole à la fois un univers professionnel et un cadre de vie. Autour d'elle se pressent buttes de terre, fosses des presses, halètes pour le séchage, aires de stockage, habitations. Repères ponctuant le paysage, ces cheminées ont été abattues les unes après les autres, transformant en friches de vastes ensembles. Au cours du XIXe siècle, en dehors de la gigantesque carrière de terre de Vaugirard, proche de la briqueterie d'Issy-les-Moulineaux, une multitude de petites briqueteries ou tuileries, à l'activité souvent temporaire, laissent la place à des unités plus importantes, quelquefois équipées de plusieurs fours Hoffmann, qui permettent la cuisson des briques en semi-continu, selon une technologie mise au point en Allemagne vers 1886. Un seul de ces fours se devine encore dans le paysage valdoisien, à Bellois en France. Sur le territoire de l'actuelle Val d'Oise, les briqueteries se sont peu à peu concentrées entre Viarmes et Sarcelles, dans cette zone où affleure un lit de terre à briques, à proximité immédiate de la capitale. D'autres se sont établies, un temps, à proximité des plâtrières, où les couches de glaise alternent avec le gypse, près des massifs de Montmorency, de Cormeilles-en-Parisis et de Lautille. Des réseaux et des regroupements se tissent entre fabricants de la région parisienne. Ainsi, l'Union céramique de l'Île-de-France réunit en une même société 8 briqueteries réparties entre l'Oise, la Seine-et-Marne et la proche banlieue de Paris, dont celle du Petit Clamart, de Chevilly-la-Rue et de Montlignon dans l'ancienne Seine-et-Oise. Sur ces terres à glaise, on fabrique des briques creuses de tout format, des briques de décoration, des briques réfractaires, des tuiles et des poteries de terre cuite. À Sarcelles, dès la fin du XVIIIe siècle, puis à Daumont, Ézanville et Bellois en France, grâce à une argile de grande qualité, les briquetiers produisent surtout des briques pleines, renommées pour leur couleur, les briques dites de Daumont, appelées aussi 6, 11, 22 par les gens du métier. À la sortie des fours, le tout venant servait à construire de modestes abris sur le lopin de terre que les employés parisiens venaient cultiver le dimanche, mais aussi des ateliers, des transformateurs. Beaucoup moins cher que la pierre, se pliant aux fantaisies d'architectes, la brique offrait au petit rentier la possibilité de construire son rêve. À l'époque où un wagon de chemin de fer pouvait transporter environ 4000 briques à la fois, il en fallait 30 000 pour construire un pavillon classique de 4 pièces, outre la caillasse du soubassement. Il était donc fréquent que les entreprises se partagent une commande lorsqu'il s'agissait d'édifier des logements collectifs ou des équipements publics, marchés, hôpitaux, écoles, usines thermiques. Certaines briqueteries de la région se sont spécialisées dans la fourniture de briques réfractaires pour la fumisterie. Enfin, le décor des maisons de villégiature, comme les demeures de certains patrons briquetiers devenus prospères, mêlait les briques fines locales à celles de Vaugirard ou du Beauvaisis. Si la construction de la banlieue a constitué un âge d'or des briqueteries, il n'en reste pas moins que cette activité s'apparente davantage au monde agricole qu'au monde urbain. La terre, elle a un goût de noisettes, de beurre, elle craque sous la dent ou elle lisse, c'est des tas de choses, c'est formidable ça, c'est un métier tout ça. Ouais. C'est mon grand-père et mon père qui m'avaient appris à regarder la végétation. Si vous aviez des acacias et des petites marguerites, c'était une terre acide. On savait où il y avait de l'argile et où il y avait du sable. À distance de la ville,
à la lisière ou enclavées dans les terres agricoles, les parcelles passent du cultivateur au briquetier, puis, une fois le lit d'argile exploité, redeviennent champs. À la briqueterie comme à la ferme, le travail, jusqu'à la fin des années 60, est saisonnier. On extrait la terre et on moule la brique à la belle saison, de mars à septembre. Mais le cuiseur entretient le feu tout au long de l'année, tandis que les mouleurs rejoignent dès octobre les champs de betteraves et les sucreries voisines, à Villeron ou Goussainville. Ils venaient en briqueterie du 1er mars à fin septembre. C'est ça. Quand ils avaient fini la saison de briques, ils allaient aux betteraves. Voilà. Beaucoup faisaient même les arrachages. Et après, les autres allaient en distillerie ou en sucrerie. Et ça, ils travaillaient jusqu'en janvier. Alors, en janvier, ils retournaient chez eux pendant 2 mois, janvier, février, même des fois jusqu'au 15 mars. Au 15 mars, ils revenaient. Tous les ans, ils avaient leur place de retenue en briqueterie et leur place de retenue en sucrerie. La main-d'œuvre et l'organisation suivent longtemps le modèle agricole. Le patron briquetier, comme le fermier, travaille en famille, au milieu de ses employés. Les femmes, devenues veuves, assurent fréquemment la continuité de l'entreprise, comme dans toute activité liée à la propriété foncière. Le monde des briquetiers est marqué par la mobilité. Patrons et ouvriers viennent souvent d'ailleurs. Français, originaires du Nord, Belges, nombreux dès 1900, et recherchés pour leur savoir-faire, quelques groupes de Polonais, des Espagnols, des Portugais, à partir des années 60, et enfin des Italiens, surtout des Italiens, venus de Vénétie, de Udine et du Frioul, à la suite des Piémontais, arrivés en précurseurs à la fin du XIXe siècle. Les ouvriers vont et viennent d'une briqueterie à l'autre, rejoignant cousins ou gens de leur village à Aisanville, Montlignon, Puiseux, Daumont ou Bellois. Agriculteurs, meuniers, boulangers ou briquetiers de métier, à l'origine ils sont embauchés pour 1 mois, pour une saison, repartent ou restent pour des années à la briqueterie en célibataire, puis en famille. Dès l'enfance, ils apprennent le métier comme démouleurs à la presse avec le père, le frère ou le voisin. Rouleurs de brouettes, enfourneurs. Les plus expérimentés deviendront peut-être cuiseurs. Hommes de confiance, de sa maîtrise du feu dépend la qualité des briques. Sans sa vigilance, une cuisson entière peut être ratée. Avec papa et maman, on a fait des briques. Moi, j'ai eu mes 11 ans dans la presse, en train de démouler. Non, oui, c'était dur, ça. D'abord, il y en a eu beaucoup qui se sont esquintés avec ça. Des vertèbres et tout et tout. On s'est balancé, il fallait voir. Mon père n'a pas voulu qu'il travaille dans le briqueterie. Il a dit, tous mes enfants auront un métier. Mais j'aurais jamais voulu que mes enfants travaillent là-dedans. Non, j'ai dit, mes enfants, ils iront à l'école tant qu'ils voudront, et puis qu'ils prennent un métier, qu'ils aient quelque chose. Moi, ça m'a tellement manqué. Ah oui, c'était dur la briqueterie. Oh là 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 là. C'était dur. Ah oui, c'était dur. On travaille et on vit à la briqueterie. Patrons et ouvriers y habitent. Ici, la famille du contremaître et celle du patron se partagent la même maison. Les ménages d'ouvriers devenus plus nombreux sont regroupés dans une grande maison commune, souvent appelée la caserne. Là-bas, la maison du patron voisine les maisons ouvrières et leurs petits jardins cultivés avec soin. Les patrons, ils avaient acheté des lits neufs et tout. C'était pas le luxe, hein, mais enfin, c'était quand même propre, quoi. Il n'y avait que 2 grandes pièces pour commencer, quoi. Après, on en a eu 3 plus tard, mais enfin... Alors, on était assises dans 2 pièces. On est resté pendant 1 an comme ça. Oui, puisqu'après, on est rentré dans le pavillon. Il a dit, en attendant, on a serré les dents, hein, on était obligés. Mais c'était pas évident. Ailleurs, les enfants s'échappent de la maison bourgeoise, construite à distance, et viennent passer leur temps à la briqueterie. En chemin, ils croisent les filles des briquetiers, qui se succèdent comme petites bonnes ou couturières chez les patrons. On se réunit entre soi, le soir,
à proximité du four, pour bavarder et chanter. Usage de convivialité pour conjurer l'isolement à la marge des agglomérations, comme l'astreinte de la surveillance du four. Malgré la diversité des origines, dans ce petit monde qu'est la briqueterie, la solidarité est réelle. On s'entraide, on se soutient, on s'allie en mariant les enfants. Des disputes violentes éclatent parfois, mais on se rassemble pour les fêtes de famille et traditionnellement pour la Saint-Pierre. On fleurit les presses, on mange ensemble, on sort l'accordéon et on danse. C'était la Saint-Pierre, c'était le 29 juin. Alors là, on faisait une petite quête, on apportait le bouquet au patron, enfin la patronne, et puis après le patron, il vous donnait de l'argent. Et là, c'était entre ouvriers, tout le monde s'occupait un peu, on disait qu'est-ce qu'il fallait acheter. On faisait des casse-croûtes et on mangeait, et on faisait la fête, on dansait. Les dimanches à Daumont attirent les briquetiers de tous les environs autour de deux passions, le vélo et la musique. Des enfants de briquetiers italiens deviennent constructeurs de vélos, champions cyclistes ou commissaires du Tour de France. Les courses sur cycle Molinaro soulèvent l'enthousiasme. Le contremaître belge, quant à lui, encadre la fanfare et les gymnastes. Les patrons briquetiers sont toujours présents et leur influence locale est indéniable. Ils financent les terrains de sport, mais aussi le théâtre et l'église. D'autres s'engagent dans la vie économique de Seine-et-Oise. Ils seront longtemps présidents du tribunal de commerce de Pontoise ou animateurs des unions professionnelles. Les Sanciers de Sarcelles sont briquetiers de père en fils depuis le début du XIXe siècle. Mais on le devient aussi par mariage entre familles associées. Ce fut le cas pour la briqueterie Héral et Sancier d'Aizenville. Les concurrents de ce réseau familial sont souvent, à l'origine, des petits patrons maçons, des entrepreneurs de bâtiments qui se sont lancés dans la construction des fours Hoffmann dès la première vague d'urbanisation de la banlieue. Les choses vont ainsi jusqu'au début des années 60, où les modes de construction évoluent. Déjà, dans les années 30, pour la construction des cités-jardins d'Argenteuil, le parpaing au mâche-fer, moulé à froid sur le chantier même, concurrence la brique pleine réservée au décor. Après la guerre, il faut équiper le pays, reconstruire vite et reloger beaucoup. Les architectes sont séduits par les nouveaux matériaux. La brique est bien près d'être anéantie, d'autant plus que les processus traditionnels sont trop lents pour répondre à la demande. La maîtrise de la cuisson dans un four Hoffmann est approximative, et les manipulations successives entraînent beaucoup de pertes. Les briquetiers du Val d'Oise tentent d'ajuster les procédés. Ils abandonnent la presse Zava au profit de la Buller ou de la Boudin, puis des presses hydrauliques automatiques. Ils ne sèchent plus les briques sous les hallettes, mais à l'aide de puissantes souffleries. Les fours produisent du rouge tennis, puis s'éteignent un à un. La dernière briqueterie de la région parisienne a cessé de fabriquer à Bellois en 1998. Dès 1969, patrons et ouvriers unissent leurs efforts et transforment eux-mêmes le site pour construire, toujours sur modèle allemand, un four linéaire alors unique en France. On aplanit et stabilise une allée de plus de 100 mètres pour construire un double rail de béton et un tunnel. Rien n'est plus comme avant. La terre est séchée avant d'être agglomérée sous la presse. Les briques de tout type traversent le tunnel de bout en bout et en ressortent froides, prêtes à être mises sur palettes et transportées vers tous les grands chantiers de l'époque où tout a changé également. On n'édifie plus de murs en briques pleines, elles recouvrent maintenant les dalles urbaines et les briquettes animent partout le béton. La brique pleine de Bellois rappelle encore chez quelques collectionneurs la prise symbolique de la Bastille organisée pour les fêtes de 1989 à la Villette. Cependant, l'humble brique pressée à la force des bras par le briquetier Alain et gravée en gage de promesse de mariage avec une jeune Nicole
porte une charge d'émotion partagée par ceux qui entretiennent la mémoire de ce monde de terre et de feu, de ces équipes de briquetiers durs à la peine, capables de mouler jusqu'à 100 000 briques par mois, soit l'équivalent de 3 maisons de banlieue. J'ai mangé, j'ai même dormi à la bonneterie. J'ai dormi chez des ouvriers. J'ai des souvenirs. Oh non, il y avait de la terre encore pour je ne sais plus combien d'années. Pour nos enfants, il y aurait encore de la terre. C'est vrai? Ah oui. Ça fait un éclair, ça devrait